Chers amis cinéphiles, aujourd'hui, place aux femmes, je vais revenir sur deux films actuellement à l'affiche, mettant en scène des personnages féminins forts, audacieux, vigoureux, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Oksana et Toxic. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, on célèbre les femmes avec deux films actuellement à l'affiche, dressant le portrait de personnages féminins forts. Il y aura tout d'abord Oksana de Charlène Favier qui reviendra sur le mouvement féminin et une de ses figures emblématiques, Oksana Tchatchko. Et il y aura dans un second temps Toxic de Saoulé Bliouvaïté, cette cinéaste lituanienne qui nous dresse le portrait, là aussi, d'adolescente cette fois-ci. Voilà, un teen movie sociétal qu'on abordera dans un second temps. Mais dans un premier temps, je vais revenir donc sur Oksana de Charlène Favier. Charlène Favier, comme vous le savez, qui est la réalisatrice de Slalom, qui était sortie 4 ans auparavant, en 2021, et qui était très fort sur les abus sexuels, l'emprise dans le sport, notamment ici dans le ski, avec cet entraîneur interprété par Jérémy Régnier, qui avait une emprise donc sur son élève, interprété par Noé Habitat, un film très fort, poignant, voilà, qui installait Charlène Favier véritablement avec ce premier long métrage dans la cour des grands, dans le paysage du cinéma français. Donc Oksana, voilà, 4 ans après, Charlène Favier continue sur cette lancée féministe avec Oksana. Donc, qui n'est autre que Oksana Tchatchko, bien sûr, interprétée ici par Albina Korz. Voilà, c'est jeune actrice ukrainienne qui elle-même est engagée. Donc, voilà, elle avait vraiment entre son physique, bien sûr, et puis son engagement personnel, c'était absolument le bon choix, vraiment, pour Charlène Favier d'avoir choisi cette actrice. Vraiment, c'est dès le départ ce qui m'a scotché sur ce film. Alors, au-delà de son interprète principal, le film va bien entendu revenir sur la naissance, la genèse en fait, du mouvement féminin. Bien sûr, vous savez, ces activistes ukrainiennes, militantes, alors qu'on a beaucoup résumé par chez nous par des filles au sein nu en fait qui militaient, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. Et le film le montre d'ailleurs. Voilà. Alors certes, il y a eu les seins nus comme force, comme pour retourner un petit peu l'image qu'on a pu avoir de l'Ukraine en dehors de l'Europe, comme si c'était donc un bordel pour touristes, on va dire ça comme ça. Et donc justement, elles ont lutté justement pour effacer le plus possible cette image négative qu'il y avait à l'étranger. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il y a la corruption bien sûr, il y a beaucoup la prostitution, elles vont militer pour ça, elles vont militer pour le droit des femmes, pour énormément de choses. Il y a beaucoup de causes, bien sûr. Donc on va voir la naissance, donc ça c'est plutôt... c'est peut-être un petit peu rapide la manière de montrer, ça aurait pu être intéressant peut-être de moins expédier les différentes étapes peut-être sur la naissance du mouvement féminin avec Oksana, mais par contre c'est vrai que globalement, ce qui est bien montré je trouve sur la partie jeunesse du mouvement féminin, c'est lorsqu'Oksana va découvrir dans un livre d'histoire de l'art la fameuse huile sur toile d'Eugène Delacroix, donc peintre romantique du 19e siècle, la liberté guidant le peuple qui s'inspirait de la Révolution des Trois Glorieuses et sur lequel on pouvait justement découvrir un personnage féminin seins nus avec le bonnet phrygien donc qui évoque la Marianne, donc emblème de la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Oksana va avoir le déclic de se dire que finalement les seins peuvent ne pas être réduits simplement à des objets de désir, mais peuvent également être des armes fortes, puissantes pour servir de grandes causes et militer. Donc ça c'est plutôt bien montré dans le film je trouve. Alors peut-être qu'en image ça aurait pu être montré d'une autre manière, peut-être plus subtile, plus inventive, mais scénaristiquement parlant en tout cas ça fonctionne très bien. Il y a une symbolique très forte en fait qui émane en fait de ce tableau qui va donc être le déclic pour Oksana, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs dans l'histoire d'Oksana, peu importe, tant que la symbolique est là. Je trouve que c'est quand même réussi, la copie est valable, voilà. Alors il n'y a pas
dans ce film de grosses prises de risque, hein, de mise en scène, qui auraient pu être intéressantes, des moments un petit peu plus oniriques, ou pas oniriques, mais disons, voilà, avec de la mise en scène, beaucoup plus peut-être d'effets de mise en scène, voilà, mais c'est... Après, il y a aussi une valeur à ce film, c'est que sa sobriété, en fait, est aussi sa force, quelque part. Parce que Charlène Favier, en fait, s'intéresse véritablement à montrer ce qu'est le mouvement Femen. Donc, quand on ressort du film, l'avantage, c'est qu'on est davantage renseigné, en fait, sur ce qu'étaient véritablement les Femen. Parce que tout le monde va dire, oui, je sais ce que c'est que les Femen, c'est grosso modo des militantes qui passaient leur temps à soulever le t-shirt. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le film le montre bien, parce que ce sont aussi des artistes, hein, c'est carrément de l'art contemporain, ce qu'elles font dans leur chambre, voilà, enfin vous allez voir en fait, on va découvrir aussi les artistes qu'il y a derrière, et voilà, donc on voit que c'est complexe. Charlène Favier s'intéresse aussi à l'ambivalence des personnages, et c'est ça en fait qui est peut-être un petit peu le début du fil conducteur de ce que pourrait être son cinéma, en fait, montrer les ambivalences en fait dans les, voilà, dans la tête des personnages. Elle-même le dit, hein, je paraphrase un peu, mais forcé de constater que c'est le cas, voilà, hein. Elle est en dehors de tout manichéisme, voilà, s'il y a un féminisme pardon, intelligent qui découle en fait de son analyse, hein, voilà, donc c'est très bien vu, voilà. Donc je trouve que c'est valable, vraiment, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, voilà, je vais pas crier au chef-d'œuvre non plus, mais voilà, je trouve que globalement, on a une idée, ça donne véritablement une idée de ce que c'était que les Femen. Après, je pense que certaines séquences auraient pu être un peu mieux amenées, enfin disons un peu plus voilà, subtiles dans la manière d'appréhender certaines séquences activistes, justement. Je sais pas, il aurait pu y avoir, qu'on sente plus la préparation, ou alors qu'on sente un peu plus aussi les moments d'incarcération d'Oksana, parce que c'est vrai que ça va la traumatiser, de mieux comprendre aussi le traumatisme, même si on le comprend, bien sûr, les choses sont montrées, mais de le faire plus ressentir au spectateur encore, cette violence qu'il y avait, parce que bon, j'ai pas envie de dire que c'est gentil, et bien sûr, on va pas non plus exacerber la violence, tout ça pour que le spectateur comprenne le traumatisme qu'il peut y avoir, mais je trouve que le traumatisme était peut-être davantage mieux raconté dans Slalom, ça c'est ce que je dirais, parce qu'il y a un traumatisme chez Oksana, hein, elle est seule contre tous à lutter, il y a les forces de l'ordre qui viennent constamment dès qu'elle fait une action activiste, militante, et il y a cette incarcération. Voilà, je crois que c'était en Biélorussie qu'elle était incarcérée, enfin voilà, il y a eu plusieurs arrestations. Donc voilà, et je trouve que ça aurait pu être peut-être un peu plus, on aurait pu un peu plus s'attarder sur ça, mais je pense que Charlène Favier aussi a voulu, et ça c'est aussi ce qui est réussi, montrer ce qu'il y avait aussi en dehors de ces femmes. C'est pas juste des militantes, c'est aussi des personnes en fait qui ont du bon sens, hein. Voilà, c'est aussi de montrer le bon sens qui découle en fait de ces actions. Et puis quelque part, c'est aussi une lutte pour pouvoir s'exprimer, pour voilà, la démocratie mise à mal, et bien avec grâce à ces mouvements, et bien d'espérer justement un changement futur avec les Femen qui existent d'ailleurs depuis le décès, comme vous le savez certainement, c'est pas du spoil, hein, ça c'est l'histoire d'Oksana Tchatchko qui a mis fin à ses jours parce qu'elle sentait, en fait ça c'est ce que le film montre bien, elle sentait que les Femen devenaient un espèce d'objet un peu marketing du fait de l'appropriation en fait des Femen par les médias, en fait, de plus en plus. Et donc ça, c'est bien montré. Je pense qu'il y a tout... Voilà, il y a des choses qui auraient pu être mieux montrées, mais il y a des choses qui sont très très bien montrées, notamment cette utilisation médiatique et le fait qu'on sente qu'Oksana, en fait, de plus en plus sent que Femen devient quelque chose qui n'était pas l'idée d'origine. C'est-à-dire que là, ça devient un truc un peu marketé, et là, on sent que ça la dérange. Et on sent que pour elle, c'est déjà trop tard quand les choses ont un impact, prennent des dimensions énormes, en fait. C'est comme si son bébé, les Femen, commençait à lui échapper, et je trouve que ça, c'est bien montré, avec ce qui se passe en interne, entre Femen, les embrouilles, celles qui veulent plus de gloire, se montrer, etc., alors qu'elle est plutôt instigatrice de ce mouvement, donc elle sent que, voilà, il y a quelque chose qui lui échappe sur la destinée du mouvement Femen, ça c'est plutôt bien montré, voilà.
Donc écoutez, globalement un film valable, ça fait plaisir de voir du cinéma français qui s'intéresse au sujet de l'Ukraine, on sent bien peut-être qu'on aurait pu montrer davantage de flashbacks sur les révolutions en Ukraine, comme l'Euromaïdan, hein, vous savez, sur cette place Maïdan, donc à Kiev en 2014, on sent évidemment, alors il y a la critique de Poutine, il y a des choses qui vont être montrées, Oksana qui va lutter contre Poutine comme ça, mais peut-être plus rendre compte, comme ça avait été le cas, je vais faire la comparaison, mais c'est un cinéaste suisse qui s'était emparé d'un sujet aussi sur l'Ukraine, c'était Olga, qui était absolument formidable aussi, et là pour le coup je trouve que c'était peut-être davantage, plus fort encore, quand on veut faire des films comme ça, sur l'Ukraine, pour l'Ukraine aussi en quelque sorte, hein, bien sûr, pour montrer aussi son action, son engagement contre la guerre en Ukraine. Et je trouve que voilà, Olga, c'était vraiment formidable aussi ce qui était fait donc par le Suisse Eli Grapp. Voilà, vraiment, c'était absolument formidable. Je vous le recommande hein, d'ailleurs, vraiment c'était très très fort. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma vidéo sur Olga avec son interprète principale aussi formidable, Anastasia Boudiashkina, qui elle-même est gymnaste et donc elle va dans ce film incarner un personnage qui est gymnaste et qui va lutter là aussi pour son pays, mais certaines personnes vont considérer qu'elle fuit justement les difficultés, donc c'est très bien vu. Je ferme la parenthèse, donc Oksana, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà un bon film français à propos de l'Ukraine, du mouvement Femen. Certainement qu'on aurait pu faire les choses de manière un peu plus singulière encore. Peut-être que, voilà, pour le moment, c'est une copie, c'est une bonne copie. Mais peut-être que, voilà, Charlène Favier, peut-être que dans ses prochains films, s'autorisera un peu plus d'aspérité, de prise de risque, peut-être qu'elle ira chercher autre chose dans sa mise en scène, d'un peu plus sophistiqué, j'ai envie de dire, parce que là, on est quand même sur des plans très simples, des choses très, voilà, voilà, des effets de mise en scène assez simples, en fait, assez commun, hein, voilà. Mais c'est pas négatif quand je dis ça, c'est un choix. Voilà, je pense qu'elle a voulu se concentrer sur son sujet et peut-être ne pas prendre trop de risques pour voilà, faire des effets de mise en scène pompeux, mais elle aurait pu quand même essayer, voilà, sur une ou deux séquences, de nous surprendre vraiment avec un style véritablement cinématographique. Voilà, je trouve qu'il y avait plus ça dans Slalom justement parce que notamment sur les séquences à ski, alors c'est vrai qu'en plus, peut-être dans Slalom aussi ce qui s'est passé c'est que peut-être que le sujet était davantage personnel puisque en fait elle s'était basée sur une expérience vécue en fait. Donc forcément, peut-être que c'est là où elle a mis plus de personnalité sur le sujet, en plus elle-même skieuse, etc. Donc peut-être que c'est la raison, j'en sais rien. En tout cas voilà, elle s'est appropriée cette histoire d'Efemen et d'Oksana Tchatchko, voilà, de manière réussie. Voilà, donc ce qui est déjà bien, c'est il manque, pour moi, il manque quelque chose, un petit peu, une folie, une fantaisie, en fait, si vous voulez, à l'image eh bien de la puissance créatrice, en fait, qu'il y avait chez les Femen, et qu'il y a toujours, d'ailleurs, parce qu'il y a eu l'héritage hein, des Femen aujourd'hui. Et donc de montrer peut-être plus ça au niveau cinématographique. La folie de la création, peut-être c'est avec des couleurs, peut-être avec quelque chose, voilà, parce que là, voilà, on filme ces filles qui, elles, vont créer des choses, mais on aurait voulu peut-être, enfin moi c'est mon cas, j'aurais voulu en tout cas, peut-être un peu plus de fantaisie, que l'image, la couleur, disrupter un petit peu cette histoire pour rendre compte encore plus cinématographiquement de ce que c'est que la vision féminin, en fait, voilà. Que le spectateur se sente lui aussi proche de ce processus de création qu'il y a, parce que, voilà, ces militantes ont, eh bien, un côté artiste qui est montré, mais de le faire encore plus ressentir par l'image, par le montage, par des effets un tout petit peu plus, mais voilà. C'est un bon film, et c'est déjà pas mal. Je vous recommande donc Oksana de Charlène Favier à ne pas rater dans les salles de cinéma. Je passe maintenant au second film du jour et il s'agit de Toxic, écrit et réalisé par la jeune cinéaste lituanienne Saulė Bliuvaitė,
qui s'initie son premier long métrage de cinéma après avoir réalisé plusieurs courts métrages. Elle nous propose ici l'histoire de deux adolescentes, Christina et Maria, qui vivent toutes deux donc dans une petite bourgade, une ville assez modeste, voire pauvre de Lituanie. D'ailleurs, ça pourrait se passer ailleurs, dans une ville fictive, que ça marcherait tout autant, parce que la capacité de Bliu VLT, dès le départ, c'est d'arriver à filmer de l'extraordinaire dans un quotidien très ordinaire, justement. Ça va être une des premières qualités du film. Donc ce décor qui va être un véritable acteur du film, dans lequel ces adolescentes, Christina et Maria, vont évoluer avec un quotidien voilà, fait d'ennuis, de fumettes, etc., voilà, de perte de repères, voilà. Et elles vont espérer une vie meilleure, voilà, une envie d'émancipation très forte pour échapper à ce quotidien morose, pauvre, etc. Donc du jour au lendemain, elles vont s'inscrire à un concours de mannequinat pour espérer remporter le droit de voilà, signer un contrat en tant que mannequin et quitter enfin cette ville. Voilà, la dame de l'agence leur vend du rêve, évidemment, en allant voir ces jeunes filles dans ce bled pour leur faire croire à une vie meilleure, qu'elles vont devenir des stars, qu'elles vont pouvoir boire du champagne à Tokyo ou je ne sais quoi. Elles sont totalement dans une envie très très forte en fait de quitter la misère de cette ville. Donc, il va y avoir une amitié qui va se nouer en fait entre Christina et Maria, qui va être assez belle. Alors, elles vont être un peu partner in crime, comme on dit. Elles vont tout faire pour être les plus minces, en fait, les plus fit, pour tenter de remporter ce concours de mannequins. Et donc, voilà, quitte à se procurer des substances illégales sur le dark web ou voilà, faire des choses absolument terribles sur leur corps, hein, parce qu'il y a un vrai discours sur le corps, comme boîte de pétri, hein, j'ai envie de dire, hein, de l'adolescente comme ça qui se sert de son corps pour tester des substances, des choses pour espérer être une autre personne. Voilà, hein, ça rappelle aussi un petit peu récemment qu'Aurélie Farja, indirectement j'étais en train de repenser à ça avec The Substance, mais voilà, il y a dans un style beaucoup plus réaliste, bien entendu. Voilà, donc écoutez, un teen movie social avec une ambiance toute particulière, dans ce décor en plus, avec ces travelling comme ça que va nous faire Bliu VLT, comme ça sur un décor très industriel, avec cette centrale électrique comme décor, vraiment avec ces maisons aussi qui sont à moitié cassées, abandonnées, avec ces pneus, ces voitures à moitié cassées aussi dans la rue, etc. Donc un décor totalement destroy dans lequel vont évoluer ces adolescentes, se lier d'amitié, espérer un avenir meilleur. Donc il y a quelque chose de très très fort dans ce film, c'est aussi sa capacité à créer une atmosphère, parce que c'est... Voilà, il n'a pas forcément quelque chose d'extraordinaire à filmer ça. Mais quand on est, quand on a l'inventivité en fait qu'a Bliu VLT, c'est de créer de l'extraordinaire dans des petites choses du quotidien, juste parce qu'il y a une musique avec une atmosphère très particulière qui nous met dans une sorte de mélancolie. Ça travaille en fait au niveau psychique le spectateur, comme ça a pu l'être dans d'autres films. Moi, dès le départ, dès que le film s'est ouvert, en fait, j'ai pensé immédiatement à Gumeau d'Harmony Korine. Dans Gumeau, c'est ça, c'est-à-dire on a des jeunes qui sont dans un décor complètement destroy, dans une ville très très pauvre, en plus on nous explique qu'elle a été ravagée par une tornade, etc. Et puis comme des freaks quoi, hein, des personnages freaks comme ça, qui ont des têtes bizarres comme ça, on sent qu'il y a peut-être de la consanguinité, des trucs un peu bizarres, voilà, c'était un truc totalement hallucinant qu'avait filmé Harmony Korine donc dans Gumeau, et donc je retrouvais un petit peu ça. J'ai retrouvé aussi dans ce film, un petit peu aussi le côté... teen movie, un peu à la Catherine Hardwicke avec 13, justement, parce qu'il va y avoir cette question du piercing aussi, pour comment aussi on met à mal son corps pour essayer d'être la plus belle en se mettant des piercings, en fait. Donc moi, ça m'a rappelé évidemment 13, hein, vous allez voir, s'il y a des séquences de piercing assez dures pour le spectateur.
Et puis évidemment, pour cette capacité à montrer le trouble de l'adolescente entre ses rêves, ses désirs d'émancipation, et puis la réalité qui vient s'abattre sur ces personnages justement, comme sur le spectateur, notamment je pense à Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui avait justement réussi à créer ces ambiances-là, toutes particulières, une bande-son qui était très forte, voilà. Donc, voilà, il y a vraiment une subtilité pour raconter ces histoires-là, une sorte, voilà, il y a quelque chose, enfin, qui est dans le grain de l'image aussi, dans le grain de l'image très particulier. Tout est vraiment très bien pensé pour faire un film qui justement là, pour le coup, n'est pas du tout scolaire en fait, n'est pas du tout académique. Il y a une singularité dans la manière dont Bliu Vaïté traite son sujet de l'adolescence qui est fort appréciable. Donc voilà, on embarque dans les troubles de l'adolescence. En fait, il y a une des méthodes qu'utilise Bliu Vaïté pour créer en fait cette atmosphère-là, c'est de filmer ces personnages à distance. Et ça permet en fait au spectateur eh bien, de lui aussi prendre du recul sur ce qui se passe à l'image, de filmer à distance, de ne pas être trop dans la contemplation, voilà, de montrer beaucoup trop le corps adolescent. C'est pas ça. En plus, ce serait un peu curieux, mais voilà. Mais de mettre à distance, voilà, par exemple, on filme un personnage, on sent que voilà, Maria va rentrer dans l'agence, la caméra est dans justement le bâtiment de l'agence, on la filme à l'extérieur. On voit ses doutes, elle ne rentre pas tout de suite, par exemple, dans cette séquence. Et ça, c'est très fort parce que on sent qu'elle doute. Est-ce que, en franchissant cette porte, eh bien, j'aurai un avenir meilleur ou pas? C'est pas sûr. Tout ça est très très bien raconté. Et évidemment, comment ne pas penser, avec cette compétition du corps toujours plus mince, toujours plus... eh bien, à The Neon Demon, bien sûr, qui parlait déjà de ça, alors d'une toute autre manière, bien sûr, avec beaucoup plus d'effets visuels, enfin tout un truc beaucoup plus... Il y a un côté beaucoup plus artificiel, bien sûr, dans l'image, il y a des trucs flashy, des strass, des paillettes, là-dedans, ça n'a rien à voir, des néons, hein, bien sûr, comme son titre, donc rien à voir, bien sûr. Là, on est chez Bliu Vaïté, on est chez quelque chose, dans un cinéma très réaliste, quasiment cinéma vérité, hein, on pourrait dire, c'est-à-dire vraiment on filme. Je vous dis, parfois il n'y a rien d'extraordinaire, mais le simple fait de filmer quelque chose un quotidien ordinaire, j'ai envie de dire as fuck, eh bien, ouais, il y a quelque chose de fascinant, en fait. Il y a quelque chose qui va transparaître de fascinant, parce qu'on va sentir que nous-mêmes, on ne sait pas, on serait dans leur situation, on se dirait... Mais est-ce que véritablement je ne suis pas condamné à rester ici toute ma vie? Est-ce que véritablement je vais pouvoir sortir de là? Ça m'a beaucoup rappelé une scène de Gummo justement où il y a deux jeunes qui vont discuter comme ça sur... je ne sais plus si c'est sur une carlingue de bagnole ou je ne sais quoi, enfin un truc encore farfelu. Et ils vont projeter des rêves, comme s'ils vont pouvoir, ils se disent on va arriver à des tas de choses et tout ça. Et même si c'est illusoire, le simple fait de rêver, en fait, va les maintenir en vie. Et bien ça, je trouve que c'est très bien montré. Ce côté où le rêve maintient, en fait, ces jeunes adolescentes, eh bien, dans un espoir qui fait que leur quotidien va être à peu près supportable, qu'elles ne vont pas mettre fin à leur jour comme les Sœurs Lisbonne de Virgin Suicide, encore que je ne révèle pas la fin, hein, voilà, je dis ça, mais peut-être qu'à la fin du film, hein, voilà, je ne vais pas révéler leur sort. Hein. Ça fait plaisir de revenir à un cinéma qu'on avait, je sais pas, ça fait des années, ça fait des... Peut-être que le dernier teen movie qui m'a à peu près fait penser à ça, et encore c'est beaucoup plus scénarisé, enfin vous voyez, il y a un récit un peu plus clair, beaucoup plus clair, c'était le 90s ou Middle 90s pour le titre original de Jonah Hill, hein, qui m'a peut-être fait ressentir ça la dernière fois, mais vous voyez, ça remonte un peu, et puis voilà, ce côté où c'est presque en fait un teen movie, ce Toxique, qu'aurait pu justement sortir dans les années 90. Vous savez, toute cette vague du cinéma, ça rappelle toute cette vague en fait, du cinéma indépendant américain qui s'est emparé du sujet de l'adolescence. Voilà. Donc les fameux Larry Clark, Gus Van Sant, on est plus dans ce style-là, où il y avait quelque chose, voilà, une image, un grain particulier, quelque chose de très ordinaire, où on voyait des jeunes tromper leur ennui avec du sexe, de la drogue, etc., des parents, un contexte familial très dur, voilà, donc tout ce qu'il y a en dehors des teen movies grand public où tout est beau, tout est gentil, quoi, donc beaucoup plus trash, hein, pour dire, voilà, et ben ça me rappelle un peu ça, ce côté un peu trash, hein, on met
à mal son corps, on est dans de la mutilation, on est dans des trucs voilà, pour se raccrocher à la vie, hein, j'avais fait un sujet là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, hein, quand l'adolescent justement se mutile, c'est pour aussi se reconnecter à la vie en fait, c'est-à-dire se sentir vivant, une nouvelle fois, c'est de mettre à mal son corps comme ça, la violence envers le corps pour se sentir, se reconnecter à la vie, se sentir exister à nouveau, voilà. Donc c'est cet effet qui est bien montré. Il y a de très très belles séquences justement dans Toxique qui montrent, qui renforcent cette idée de contraste entre ce quotidien crasseux justement et cette envie de palace à Tokyo ou je ne sais où. Il est beaucoup question de Tokyo, c'est pour ça que je dis ça, je crois de mémoire. Elles veulent aller au Japon, enfin voilà, en tout cas aller dans des hôtels de luxe, avoir une vie facile, etc., champagne, etc. Et elle parle de tout ça, eh bien dans une espèce de marécage, vous voyez, avec des mauvaises herbes, des roseaux, des trucs, les pieds dans la terre et tout ça, elle parle de ça, ces jeunes filles, alors qu'elles ont les pieds dans la boue, quoi, vous voyez. C'est ça qui est fort, c'est ce contraste-là qui est très bien montré dans Toxique. Il y a beaucoup d'autres séquences aussi mémorables, bien sûr, hein, j'essaie de pas trop spoiler, mais il va être question de vers solitaire, etc. Enfin, tout est bon, en fait, pour être la plus mince, vous verrez, j'en dis pas plus, mais vraiment, c'est réussi. Il y a une atmosphère particulière. Alors, ce que je déplore, là, pour le coup, c'est l'exploitation en salle. Comment ça se fait que ce soit aussi compliqué de voir ce film est mal distribué malheureusement. Même moi, quand j'ai pris ma place en fait dans un cinéma, il n'y avait même pas l'affiche devant le cinéma. C'est-à-dire que c'était dans la même salle où était diffusée Blanche-Neige, donc en plus il y avait un quart d'heure, voire 20 minutes de retard, parce que voilà, il y avait un gros blockbuster avant, etc. Et même dans les multiplex, hein, il n'y a pas une salle dédiée, quoi. Vous allez avoir un horaire particulier à cheval entre deux séances de Blanche-Neige, par exemple, vous voyez, enfin, donc c'est très particulier. J'étais même pas serein de pouvoir assister à la séance, c'est pour vous dire, alors que j'avais ma place, etc. Donc oui, je pense qu'en termes de distribution, malheureusement, c'est pas facile à voir. Mais si vous arrivez à le voir en salle, eh bien écoutez, profitez-en, allez voir un film à l'atmosphère toute particulière, toute singulière au sujet de l'adolescence, du passage difficile justement de l'adolescence à eh bien une vie d'adulte qu'on rêve, qu'on imagine ailleurs, voilà, en sortant de sa misère, etc. C'est très très particulier, il y a une ambiance vraiment assez même glaçante, mélancolique, voilà, on sent hein, le côté torturé un peu de l'adolescence. Donc je vous recommande absolument Toxique, Aki Plaza, dans son titre original, à découvrir d'urgence dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Écoutez, j'essaie d'être le plus à jour possible, mais il y a beaucoup de sorties. Voilà, j'ai plein de choses en dehors, évidemment, de la chaîne Les Films du Vendredi, mais je m'efforce tant bien que mal à quand même parler de tous les films qui font l'actualité du cinéma. Alors, à temps ou avec un petit décalage, hein, bien sûr, mais j'essaie de rattraper mon retard. Pour les prochaines vidéos, donc j'annonce tout de suite, déjà je vais revenir sur La Légende d'Oshi, c'est sûr, je vais aller le voir, je pense qu'il sera en salle encore suffisamment longtemps, je vais donc rattraper La Légende d'Oshi, je pense, j'aimerais y consacrer une vidéo unique donc sur ce film. Il y aura également Les Linceuls de David Cronenberg, en plus avec ce casting incroyable, Vincent Cassel et Diane Kruger dans un Cronenberg, le tout nouveau qui vient de sortir. Et puis par la suite, il y aura le nouveau Michel Gondry, il y aura le nouveau Wes Anderson, c'est la folie cette année. Il va y avoir aussi donc, alors dans un tout autre style, mais histoire de clôturer la saga, je pense que je parlerai aussi du dernier Mission Impossible, parce que bon, voilà, même si je suis pas hyper, voilà, plus trop passionné par ce que nous propose cette saga, eh ben, ça peut être intéressant de voir comment se termine quand même cette deuxième partie de Dead Reckoning. Bon, on va voir, voilà, là c'est pour le côté blockbuster estival. En tout cas, tout ça, ce sont donc les films qui seront abordés dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est simplement un petit clic hein, pour soutenir les films du vendredi et être sûr de ne rien rater. Donc n'hésitez pas, un petit clic suffit pour soutenir les films du vendredi.
En attendant, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!